Alors, on va pas se présenter longuement puisqu'on est membre de la même équipe que vous avez entendu tout à l'heure le travail de Myriam, donc l'équipe d'intervention et de recherche sur les apprentissages fondamentaux à Lausanne. Et puis dans le cadre de la préparation de cette rencontre avec Gabriel, on s'est dit qu'on avait envie d'essayer des choses. Donc nous présentons des travaux à l'état embryonnaire, c'est-à-dire qu'à partir de questions qu'on se pose dans des contextes complètement différents les uns les autres, et puis un usage secondaire de données que Gabriel utilise dans une autre recherche, on a essayé de commencer à poser un début de problématique qui semble un peu rassembler ce qu'on observe sur le terrain actuellement. Donc, très rapidement, on est sur le jeu comme situation imaginaire. Alors, on va parler de jeu de faire semblant. On ne le réduit pas d'ailleurs au jeu de rôle. Dans la construction, l'enfant peut être dans du jeu de faire semblant. Souvent, ils construisent, puis après, ils jouent avec la construction. Dans le dessin, si on fait référence à Vygotsky, le dessin libre est un jeu de faire semblant, puisqu'on raconte des histoires. Donc, l'appellation semble fermée, mais la réalité est beaucoup plus ouverte. Et sachant que entre 3 et 7 ans, le jeu de faire semblant, la situation imaginaire permet aux enfants de faire des expériences pour de faux, à un âge où ils ne sont pas encore capables de faire des expériences par la pensée. Donc on est dans une étape intermédiaire où le faire pour de faux est une forme de faire par la pensée, mais en action. Donc il peut explorer, tester, transformer pour s'approprier les savoirs qui lui sont proposés par ailleurs dans son environnement familial, scolaire ou autre. On attache de plus en plus d'importance à ce concept qui a été proposé par Vygotsky, qui est beaucoup repris par Fleer, de forme actuelle, forme idéale ou forme finale. C'est-à-dire que l'enfant, pour pouvoir s'approprier ou être motivé à entrer dans des apprentissages, devrait être mis en contact ou en tension entre ce qu'il maîtrise et la forme idéale qui est visée. Par exemple, quand on parle à un bébé, on lui parle normalement. Quand on lit une histoire à un enfant qui ne lit pas, on lui montre la forme aboutie de ce que permet la lecture et ainsi de suite. Donc pour que la situation imaginaire permette d'explorer tout ça, il faudrait que, idéalement, l'enfant soit en relation, en contact avec ces formes idéales. La situation imaginaire, toujours en référence à Vygotsky, favorise la distance, une mise à distance de la réalité, puisque je ne réagis plus à un environnement qui m'est donné, mais je transforme le monde parce que je décide que le monde doit être autre chose que ce que je voulais. C'est toute la question de la symbolisation, et ça permet à l'enfant de mettre à distance la perception, et donc de mettre à distance la réalité telle qu'il l'aperçoit, pour pouvoir la transformer, donc la tester, l'explorer, etc., et mieux la connaître à terme. Un quatrième point, c'est la dimension liée au langage. Le jeu, surtout le jeu quand il devient symbolique, pour employer le terme que vous utilisiez ce matin, et quand il est collaboratif, nécessite le langage et la négociation. Je pourrais mettre les deux ensemble, parce que si je décide que ceci, j'arrive pas à le lever, tant pis, voilà, que ceci est un hélicoptère, il va falloir que je vous dise que c'est un hélicoptère, vous n'allez pas le deviner tout seul. Si je suis une tortue ninja, il vaut mieux que je vous prévienne que je le suis, parce que vous n'allez pas le deviner tout seul non plus. Donc, on voit bien l'importance du langage. Tu t'éloignes du coup, d'accord? L'importance du langage par rapport à ces dimensions-là, mais aussi l'importance du langage dans le guidage du jeu, du petit qui raconte ce qu'il fait, la petite voiture qui se promène, etc., au groupe d'enfants qui vont commencer à planifier leurs actions, et on dira qu'on va aller au château, et ce début de métacognition, c'est-à-dire de séparer le langage qui guide du langage qui agit. Je vais très vite parce que je vais dire tout à fait autrement, mais c'est très proche de ce que vous a présenté Myriam ce matin. Cette idée des activités maîtresses ou des situations sociales de développement privilégiées à certains âges, le jeu avec les objets ou l'activité sensorimotrice jusque vers 3 ans, le jeu de faire semblant entre 3 et 7 ans, et puis l'activité d'apprentissage systématique après 7 ans. Il en manque un, le raisonnement abstrait à l'adolescence.
Et ce qui est intéressant, c'est que chaque activité va générer des gains développementaux et que chaque activité va générer des crises, comme le disait Myriam, c'est-à-dire des situations où il y a un décalage entre l'activité maîtresse et les besoins, les motifs, les motivations de l'enfant, et donc va générer la nécessité de l'activité suivante. Si on insiste un peu là-dessus, c'est que à la fois on met le jeu de faire semblant comme une activité essentielle, puisqu'elle est maîtresse entre 3 et 7 ans, mais à la fois on postule que de l'activité, de la situation imaginaire et des gains qu'elle permet de développer, vont naître les motivations à entrer dans l'activité suivante, donc les motivations à apprendre de manière systématique. Et puis, dernier point un petit peu théorique, on est dans une perspective, on s'inscrit dans une perspective vygotskienne, dans laquelle les savoirs sont potentiellement des outils de la pensée, des outils qui nous permettent de transformer nos manières d'agir. Et puis, on l'avait symbolisé comme ça pour les étudiants. L'être humain, pour augmenter ses capacités d'agir, de penser, de communiquer, invente des outils matériels pour augmenter sa capacité d'agir sur le monde physique. Et puis, pour augmenter ses capacités d'agir sur lui et les autres, il va inventer des outils sémiotiques qui vont lui permettre d'agir sur lui-même parce que ça lui permet de mémoriser volontairement des choses, de retrouver des choses, d'anticiper, de comparer, etc. Donc il y a, pour que l'enfant rencontre ce besoin-là, souvent, il faut qu'il y ait une contrainte de distance dans l'espace ou dans le temps. Pour que j'ai besoin d'un outil pour me souvenir combien de carottes je devrais ramener du magasin quand j'y serai, j'ai besoin d'un outil intermédiaire qui me permet, entre la situation d'ici et l'autre situation, ou bien si je veux me souvenir demain ou si je veux anticiper ce que je vais avoir besoin demain, si je veux faire un carton d'invitation, parce que j'anticipe que quelqu'un doit être présent chez moi demain, enfin, etc. Donc en ajoutant des contraintes dans l'espace ou dans le temps, on va générer le besoin de ces outils culturels. Ça explique aussi pourquoi le jeu doit être suffisamment complexe et intéressant, les situations suffisamment complexes et matures, comme vous le dites aussi, pour que ça advienne, puisque dans une situation tout à fait un peu stéréotypée, bonjour madame, 3 carottes, voilà 3 carottes, bonjour, au revoir monsieur, on ne va pas en avoir besoin. Donc il faut des situations imaginaires qui soient un peu plus riches et qui intègrent cette dimension spatio-temporelle. Et puis enfin, la contrainte de devoir travailler avec d'autres, de formuler à autrui, l'idée de demander à quelqu'un d'autre d'aller chercher les carottes ou de me rappeler que demain je ne dois pas oublier un certain nombre de choses, va générer la contrainte d'un code commun. Parce que pour la première contrainte, je pourrais encore inventer des outils qui me sont propres, mais dès le moment où je travaille avec d'autres, où je dois communiquer à autrui, ces outils doivent devenir communs. Et ceci nous permet de montrer que le sens de l'appropriation de ces savoirs, pour qu'ils deviennent des outils qui me permettent d'agir sur moi et sur les autres, le sens va se construire dans des situations où ces dimensions-là sont rendues visibles. Et on fait l'hypothèse, on fait en tout cas une hypothèse là autour, c'est que dans des situations imaginaires complexes, on va pouvoir faire apparaître ces dimensions-là pour générer l'appropriation, l'entrée dans le sens des apprentissages. Alors les questions que ça nous pose, c'est que, il faudrait que le jeu soit suffisamment complexe, et que donc il s'agit d'apprendre à jouer, ou en tout cas de nourrir les scénarios des jeux des enfants pour qu'on arrive jusqu'à cette dimension-là. Est-ce que c'est possible sans l'adulte, sans l'intervention de l'adulte ou d'enfants qui savent déjà jouer? Premier niveau de question. Un deuxième niveau, c'est que ces savoirs dans la situation imaginaire, donc ça va rendre visible leur sens, ce qui le rend possible, mais du coup, quelles sont les interventions idéales de l'enseignant ou de l'adulte pour générer justement l'appel de ces formes idéales, ou pour pouvoir montrer ces formes idéales. Et puis enfin, une intuition, alors Gabriel vous montrera peut-être des choses dans les données, mais une intuition que quand on entre par la situation imaginaire, les savoirs dont l'enfant doit disposer sont reliés entre eux par la situation. Je dois pouvoir écrire, compter, dessiner, enfin toutes ces choses-là en même temps pour une situation donnée, contrairement à l'enseignement primaire, l'enseignement systématique, où
on n'entre pas les objectifs de savoir sans qu'il y ait réellement, nécessairement quelque chose qui les relie entre eux. De nouveau, quelle est la place de l'adulte là-dedans? Voilà, comme elle vous a dit, on a essayé justement de réunir deux projets finalement différents pour ce travail là, autour du sens. Donc je vais juste faire un petit détour, mais très rapide, pour vous dire d'où viennent ces données et puis comment on va les analyser ensuite. Donc ces données, en fait, elles sont issues d'un projet de type recherche-formation. En fait, il s'agit d'un réseau national de formation MINT. L'idée, c'était de former un groupe d'enseignants dans une perspective de proposer quelque chose dans le cadre de la formation continue pour l'enseignement de ces concepts-là. Et pourquoi Parce que, bien évidemment, comme dans différents contextes, mais le nôtre aussi, il y a l'introduction de tous les aspects liés au numérique. Et puis, dans le canton de Vaud, il y a eu un élan assez fort de l'EPFL pour la formation numérique, où ils ont imposé de l'extérieur, sans trop connaître ce qui se passait au niveau des classes, une formation. Et nous, on s'est dit, on va partir du terrain dans une démarche plus collaborative avec un groupe d'enseignantes pour travailler cette question-là. Et puis, on a assez rapidement décidé de partir dans des aspects déconnectés. On s'est dit, c'est plus important de travailler sur l'usage d'outils numériques que sur travailler sur la programmation d'un robot, en tout cas où on se situait par rapport à l'âge des élèves. Donc du coup, on a travaillé en collaboration avec des ingénieurs d'une haute école d'ingénieurs qui, eux, sont plutôt spécialistes des aspects techniques, et puis les enseignantes issues du terrain. Et ce qu'on a fait, si on voit ici, c'est qu'en fait, on a pris des anciens objets déconnectés, des ordinateurs, des téléphones, en fait des objets à affordance assez forte, d'autres à affordance vraiment plus faible, pour introduire dans les situations de jeu, pour que les enfants puissent se les approprier et puis les intégrer dans leur scénario. Juste quelques exemples au départ, on a fait ces premières expériences. Alors c'était en plein Covid, mais donc on voit une situation de jeu où ils jouent à la banque avec des objets déconnectés. Et puis voilà, il y avait toute une situation, la question de l'hôtel également, où on utilise un ordinateur à la réception, ou bien là ça se voit beaucoup moins, il nous faut les interactions, mais c'est des élèves qui jouent au zoo. Ils sont dans une tour de contrôle pour surveiller ce que les animaux font dans le zoo, et ils communiquent avec deux autres élèves qui sont dans l'avion et qui s'inquiètent parce qu'il y a des tigres qui se sont échappés du zoo. Donc voilà deux, trois exemples de scénarios. En termes de données, mais pour le faire un peu rapidement, mais peut-être aussi ça questionne, on pourra aussi, j'ai trouvé aussi intéressant par rapport à la présentation de Myriam avant, qui a décrit toutes ces méthodos, et puis aussi un peu les enjeux finalement de nos différentes communications pour la discussion de demain, de mettre ici quelques éléments méthodologiques en fait qui nous questionnent aussi dans cette situation. Peut-être juste dire qu'on est parti dans l'optique de faire une observation participante, dans l'idée en se disant, voilà, on est aussi dans la situation et on peut intervenir au même titre que les enseignants, ce qu'on fait beaucoup en tout cas dans notre groupe, dans le sens lorsqu'on est en classe, on peut intervenir. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a utilisé donc des caméras GoPro pour pouvoir prendre les données, et puis après, en fait, tout le problème était de pouvoir resituer toutes ces données qu'on avait. Et puis en termes méthodologiques, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé à la fin des séances, c'était de reconstruire en fait le scénario du jeu. Donc on a plusieurs scénarios qu'on a reconstitués avec iMovie, puis on pouvait reprendre les données des différentes GoPro, à savoir qu'il y avait souvent aussi une GoPro qui voyageait au fur et à mesure de la collecte de données, qui n'était pas forcément fixe, qui était plutôt avec le chercheur. Et puis du coup, on a plein de scénarios. Alors on les a pour l'instant beaucoup en iMovie et pas encore en transcription, parce que le travail en fait est assez dense. Et puis c'est pour ça que je pense qu'Anne a parlé des Tortues Ninja. Moi je vais exempler ici avec un exemple, c'est les Tortues Ninja. Et puis après le TGV, mais on a aussi le zoo, la bibliothèque, l'hôpital, l'hôtel, le FBI, la station météo. Donc tous des scénarios que les enfants ont constitués en intégrant des objets déconnectés dans leur jeu. Juste peut-être, j'ai écrit 1, 2 et 3, 4 en fait, donc nous on n'a pas l'école maternelle, mais c'est directement l'école obligatoire, et puis donc j'ai mis les âges à côté
1-2, c'est des enfants de 4 à 6 ans, et 3-4, 6 à 8 ans, on va dire plutôt école maternelle 1-2, et puis 3-4, on serait plutôt dans le CP, vous aviez évoqué avant, ou le primaire. Juste, très simplement en termes, après, il a fallu traduire ces données, donc voilà, on a intégré dans ces transcriptions, il n'y a pas que des transcriptions verbales, étant donné qu'il y a des éléments de contexte qu'il a fallu ajouter, également des éléments non verbaux pour pouvoir avoir des indications sur ce que les élèves faisaient avec les objets qu'ils utilisaient dans le cadre du jeu. Et puis également, étant donné que le chercheur avait une part assez forte dans l'observation participante, les différentes remarques du chercheur. Ce qui nous amène finalement après à utiliser un logiciel. Là, en l'occurrence, on travaille sur Atlas-T en ce moment, pour travailler sur NVivo, sur d'autres logiciels de codage. On est dans le groupe, et c'est là où finalement Anne et moi on se rejoint, et puis on essaye de travailler sur cette question du sens, parce que dans les observations que j'ai faites par rapport à un modèle que j'ai utilisé, mais de manière assez intuitive au départ, quand j'allais regarder tout ce qui se faisait sur le numérique, il y avait ce fameux modèle qu'il faudrait bien évidemment réadapter, parce qu'il date un peu, mais sur la question du jeu épistémique, où on est plutôt dans une phase d'exploration, de résolution de problèmes et acquisition de compétences. On pourrait parler de construction de compétences, mais là j'ai gardé les termes de l'auteur, à une phase plutôt de jeu ludique qui serait plutôt du jeu symbolique, voire du jeu de l'innovation. Et ce modèle-là, il est en fait vraiment par rapport à des objets techniques où les enfants ils vont d'abord essayer de voir comment ça fonctionne, l'ordinateur, le câble, etc. Vous imaginez toute cette phase d'exploration, et puis après on va pouvoir jouer. Alors ça c'est un modèle théorique, en l'occurrence les choses elles s'entrecroisent beaucoup plus que ça, mais effectivement lorsqu'il y a ce type de matériel, il y a une phase qui est de l'ordre de l'exploration plutôt, la compréhension de ce que c'est, puis après vraiment les élèves vont pouvoir rentrer dans un scénario, dans un jeu. Et on s'est dit justement avec Anne, c'est extrêmement intéressant de savoir en fait quelle est la bascule, qu'est-ce qui fait que les enfants passent de l'exploration à du jeu, ou comment ça se reproduit. Je vous montre juste un schéma, mais purement descriptif en lien avec les deux scénarios, donc on ne peut pas commencer à faire des statistiques inférentielles. Je vous l'explique rapidement. On a ici la question du jeu symbolique. On a ici la question de l'exploration. C'est les deux codes qui ressortaient le plus dans les données. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé, donc on a, mais en pourcentage, parce que imaginez-vous que comme on a des éléments de l'ordre des interactions, des éléments de l'ordre de ce qu'on a pu observer, il y a en fait à chaque retour à la ligne sur le document, il y a en fait un nouveau numéro. Donc du coup, si vous voulez, j'arrive en fait à pour les deux scénarios, à plus de 1200 paragraphes à analyser. Et puis, donc, ces 1200 paragraphes ils sont représentés ici dans ce qui peut être la ligne du temps, mais en pourcentage. Donc on a ce qui se passe, les 10 premiers pourcents dans le scénario, les 20 premiers pourcents, les 30 premiers suivants, etc. Donc on voit l'évolution, et puis ici, le type de fois que de l'exploration apparaît ou que du jeu ludique apparaît dans la situation. Et donc du coup, si je représente ce qui nous intéresse, en fait, c'est un peu cette phase-là, tout d'un coup, lorsqu'il y a cette bascule ici entre cette question de l'exploration et du jeu ludique. Donc, par rapport à ces éléments-là et les questions qu'on a posées avant en termes de problématiques, et je vais illustrer avec deux exemples, avec le temps qui me reste, sinon ça joue. La question ici des Tortues Ninja. Si vous voulez, les Tortues Ninja, ici, elles avaient un problème, c'était la question de repérer les méchants dans quelque part au départ. Ça, c'était leur problème. Et ce qui s'est passé, on le voit ici, tant avec l'enseignante ou tant avec le chercheur, et on y reviendra après sur la question du rôle de l'expert dans la situation, c'est qu'en fait, c'est l'expert qui questionne les élèves, et là, en l'occurrence, on n'était pas dans jouer avec, on ne les avait pas formés à ça, donc les enseignantes allaient plutôt de manière assez spontanée questionner les élèves sur ce qu'elles voyaient.
par rapport à leur jeu. Donc on a l'enseignante qui questionne sur l'utilisation de l'ordinateur, et puis en fait pour les amener à réfléchir, et c'est ce qui s'est passé sur la question du plan de la ville. Et donc là, l'effet sur les élèves, c'est qu'ils réinstallent correctement l'ordinateur, parce qu'en fait ils doivent pouvoir voir le plan de la ville. Le chercheur questionne sur comment utiliser la carte. En fait, l'effet que ça a indirect sur comment utiliser la carte, c'est que tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il fallait avoir des rôles différents dans le scénario pour pouvoir justement repérer les méchants dans les égouts. Et puis, finalement, le chercheur questionne sur l'utilité de la carte. Et puis, c'est là que les élèves, tout d'un coup, peuvent se détacher de l'ordinateur pour aller dans les égouts et chercher les méchants qui se promènent. Et là, tout d'un coup, ils ne sont plus derrière les aspects liés aux technologies. Dans l'autre cas, où on est cette fois dans le TGV, alors là, ils sont un peu plus grands. Donc, ils ont aussi, au niveau du développement du jeu, des aspects plus loin en termes de scénario. Le problème qu'ils ont ici, les élèves, à un moment donné, c'est est-ce qu'on peut dormir dans le TGV. Et du coup, l'outil qui ressort dans les analyses, d'abord c'est la question du temps, et finalement dans un deuxième temps c'est la question de la vitesse, parce que on se questionne justement à comment organiser, si vous voulez, le fait, le jour, la nuit, etc. Et donc les élèves arrivent sur la question du timer. Et puis en fait, il y a un élève là qui est un peu plus expert qui vient sur la question de l'horaire du train, et c'est lui qui propose justement de partir sur l'utilisation d'un timer, ce qui a comme effet justement de faire en sorte que, de régler un conflit entre les élèves. Puis le chercheur, assez spontanément, pose la question au groupe d'élèves, et puis leur dit et si tu vas plus vite, tu penses que tu arrives plus tard. Donc là, en l'occurrence, c'était pour arriver dans une ville en France, donc à Paris. Et puis, en fait, les enfants n'ont pas répondu à cette question-là, mais le scénario, tout d'un coup, il a pris une autre direction. Il a pris toute une question sur les aspects de voyage. Il fallait aller en France, en Autriche, en Chine. Donc tout d'un coup, le TGV faisait des grands voyages. Alors qu'avant, il n'était pas sur une question de voyager à travers l'Europe, même à travers le monde. Et puis, finalement, à la fin, ils reviennent sur le chercheur arrive et demande dans combien de temps le TGV arrivera à Genève aéroport, parce qu'il a entendu les élèves finalement qui revenaient à Genève. Et puis les élèves mobilisent dans leurs interactions suivantes la question de la vitesse et des villes à visiter. Et là, c'est tout d'un coup, on revient sur la question de la vitesse, mais pas si on arrive plus vite ou plus tard, mais de savoir à quel moment on doit partir pour arriver à temps dans une ville. Donc, si là on est juste sur des illustrations, mais sur des éléments à devoir après approfondir bien évidemment en termes d'analyse, mais si on reprend un peu les éléments qu'on a posés avant en termes de problématiques et sur lesquels on aimerait travailler et creuser de manière plus approfondie, si je reviens d'abord sur la question de la situation imaginaire par rapport à ce que disait Anne avant et la question du rôle de l'adulte, ce qu'on peut voir, et il faudra voir si ça se répète, mais en tout cas par les observations qu'on a pu mener, mais qui ne sont encore pas codées jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, le rôle de l'adulte chez les plus petits, il est essentiellement là pour faire en sorte les interventions qu'il fait lorsqu'il va sur la question des outils. Donc on était sur la question avec les Tortues Ninja sur le plan de la carte. On est là essentiellement sur aider les élèves en fait à construire un scénario et à jouer ensemble. Parce que chaque intervention de l'enseignant ou du chercheur, c'était de réunir les élèves qui jouaient à la question des Tortues Ninja, mais surtout de les amener à jouer ensemble, alors que chez les plus grands, le rôle de l'enseignant et de l'adulte est plutôt de les questionner sur quelque chose qui sera en lien avec un savoir, un outil, pour voir quel est le sens qu'ils mettent derrière cela. On retrouve dans la première partie aussi ce que dit Marinova, quand elle parle des situations d'apprentissage issues du jeu, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine complexité dans le jeu pour qu'apparaissent des besoins. Et j'aime bien, parce que c'est à elle qu'on a pris la formule, mais on apprend pour le jeu, on apprend pour jouer, pas l'inverse, pas jouer pour apprendre.
La question aussi peut-être de la nature alors, je sais, aujourd'hui je ne sais plus quel mot il faut utiliser. Intervention, jouer avec, je sais. Enfin, la nature des interventions de l'enseignant. Ce que je trouve intéressant, j'arrive encore pas totalement à le formaliser, mais c'est qu'elle génère une entrée dans quelque chose que les enfants connaissent en termes de situation. Hein. Elle les fait aller au marché, elle les fait prendre le train, elle les fait prendre l'avion. Donc elle entre dans quelque chose qu'on appelle de l'extérieur, que les enfants connaissent. Et souvent l'enseignante, quand elle le fait, elle a une idée derrière la tête. Elle imagine que si on va partir, on va peut-être se mettre à compter, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ressaisi sur le plan de l'action, là, hein, des rôles, des personnages, l'action purement culturelle, c'est ressaisi par les enfants et ça fait apparaître des fois des saisies d'apprentissage totalement différents que ceux qu'on avait imaginés. Hein, tu as montré un ou deux exemples, on leur pose la question sur comment aller plus... Est-ce que ça va durer plus ou moins long d'aller à Paris? Hop, plus long, ils vont aller jusqu'en Chine. Donc on voit comment... Et ce que je trouve très intéressant là-dedans, il y a des choses aussi dans la thèse de Myriam, c'est cette espèce de posture de l'enseignant qui intervient pour ouvrir avec probablement des hypothèses, mais qui doit rester sur le registre de l'hypothèse, parce que probablement ce que vont saisir les enfants, c'est autre chose. Et que c'est ça qui fait la richesse de ce genre de situation. Si l'enseignant reste bloqué sur... on pourrait rediscuter sur l'histoire des wagons dans le train, là, justement, sur quelque chose. Et puis, le dernier élément, c'est que peut-être de réanalyser ces situations pour montrer comment elles permettent de relier un certain nombre de savoirs de manière connectée à une situation et pas... Puis, bon, si on est dans une perspective vygotskienne qui nous permet toujours de réarticuler émotionnel et cognitif. Mais un chantier.